Une scène en apparence ordinaire au sud-est de la Turquie. Au bout de ce sentier escarpé, de l'autre côté des montagnes, l'Irak. C'est la route de la contrebande, devenue la principale source de revenus des villageois alentours. Ce qu'ici on appelle le commerce frontalier a remplacé l'élevage. Le relief et les mines héritées du conflit entre armées turques et séparatistes kurdes dans les années 90 rendent l'agriculture difficile. C'est le chemin qu'on prend pour aller en Irak, c'est loin. Des fois nos mules glissent des pentes et meurent. Mais parfois on y va quand même, on se charge et on rentre. Les avions nous surveillent. Des fois les militaires nous jettent des bombes lacrymogènes. Ils nous tirent dessus et ils tuent nos mules. Mais nous, on y va par nécessité. Pas question pour eux d'aller plus loin ce jour-là. Dans les villages alentours, l'armée ferme les yeux sur ce commerce, mais pas ici. Nous sommes dans le village de Roboski, tristement célèbre. En 2011, 34 habitants de Roboski et d'un village voisin furent bombardés par des F-16 de l'armée turque, alors qu'ils venaient de franchir la frontière à dos de mule. Depuis, leurs familles réclament une enquête et l'ouverture d'un procès en vain. Les autorités leur ont proposé des indemnités en échange de leur silence, nous dit le directeur de l'association de défense des familles des victimes de Roboski. L'argent que l'on appelle l'argent du sang, nous n'allons pas l'accepter. Nous allons nous battre pour que ce procès ait lieu. Et c'est pour cela que l'État met la pression sur le peuple de Roboski. Il y a des arrestations, des gardes à vue. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de nous étouffer. Placé sous haute surveillance, le village est privé de son principal débouché, disent les habitants. Vous voyez, les jeunes ici, ils traînent et il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de ferme, pas d'élevage, aucune usine où ils peuvent travailler. Nous sommes dans la province de Şırnak, peuplée en majorité de Kurdes. Nous partons à leur rencontre dans un climat de tension renouvelée. La région est marquée par le conflit entre l'armée turque et le PKK, parti séparatiste kurde interdit en Turquie et sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Le cessez-le-feu conclu en 2013 a volé en éclats l'été dernier. Les montagnes qui abritent les camps du PKK sont pilonnées. Pour Ankara, c'est une réponse aux attentats visant les forces de sécurité. Şırnak, capitale de la province, est le théâtre d'affrontements récents. Nous avons rendez-vous avec Leyla Birlik, députée du HDP, principal parti pro-kurde. Son score aux élections de juin dernier avait privé l'AKP du président Erdogan de sa majorité gouvernementale. Depuis, la présence militaire à Şırnak s'est intensifiée, dit la députée. Et la morgue ne désemplit pas. Début octobre, son beau-frère, Achi Lokman Birlik, fut exécuté en marge d'affrontements entre la police et des militants séparatistes. Les images du corps de Achi, criblé de balles et traîné derrière un véhicule blindé dans les rues de Şırnak, ont indigné la communauté locale. Des images prises et diffusées sur les réseaux sociaux par des policiers, 2 d'entre eux ont été suspendus. Notre succès a vraiment posé problème à l'AKP. Pour anéantir ce que nous avons accompli, ils ont augmenté le niveau de violence depuis le 7 juin. Et cela sous toutes ses formes, arrestations, garde à vue, bombardement des montagnes du Kurdistan. Ils se sont attaqués aussi aux militants du HDP et à tous les courants politiques kurdes qui se battent pour la liberté. Ce qu'on a fait à Hacıye, ce n'était pas la première fois. Les enfants du peuple kurde ont déjà été traînés ainsi ou décapités. Ce sont des choses que nous avons déjà vues, que nous connaissions, que nous racontions. Mais à présent, cela a été dévoilé au grand jour, avec les images que l'État, que les forces de sécurité ont enregistrées elles-mêmes. À Şırnak, les habitants nous disent subir une pression quotidienne. Nous rencontrons une fonctionnaire turque non kurde, comme beaucoup d'employés de l'administration publique dans la province. Elle s'exprime à visage couvert, sous un faux nom. La loi interdit aux fonctionnaires de parler aux médias. Outre les discriminations dont sont l'objet les Kurdes, dit-elle, la peur règne dans la ville. Ici, à partir de 5 heures du soir, on ne peut absolument plus sortir dans les rues. On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que des véhicules blindés passent à côté de vous. Et sur le blindé, il y a un policier armé qui a la main sur le barillet. Il pourrait vous abattre par accident, c'est le sentiment qu'il crée chez les gens.
Ils vous donnent l'impression qu'ils peuvent tout faire et que vous ne pouvez pas réagir. Direction Chizré, à une cinquantaine de kilomètres de là. L'un des fiefs du mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire, YDGH, proche du PKK. Les rebelles avaient dressé des barricades et creusé des tranchées dans plusieurs quartiers de la ville pour en empêcher l'accès à l'armée. Des combats violents et un couvre-feu de 9 jours ont laissé des quartiers entiers en ruine et causé la mort de 21 civils. Le responsable de l'association de défense des droits de l'homme de la province accuse les forces de sécurité. Des snipers ont été déployés sur les hauteurs et les gens ont été tués par ces snipers jusque devant chez eux ou même chez eux. Plusieurs habitants nous prennent à partie. Arslan veut nous montrer ce qui a détruit son atelier de couture, le projet de toute une vie. C'est fabriqué en Turquie, c'est écrit dessus. Il paraît que nulle part on utilise ce genre d'armes contre des civils, c'est interdit. J'ai essayé de construire quelque chose, j'avais ouvert mon atelier ici. J'avais des rêves, mais Erdogan les a fait exploser. Dans un autre quartier de la ville, nous rencontrons un groupe de jeunes miliciens. Formés à la guérilla urbaine, ils montent la garde pour empêcher les forces de l'ordre de s'en prendre aux habitants, disent-ils. Ils ont déclaré l'autogestion tant que les droits et la sécurité de leur communauté ne seront pas assurés à leurs yeux. Et baisseront les armes à la reprise des négociations de paix, affirme l'un d'entre eux. Ils nous attaquent avec des bombes, avec des chars. Nous sommes obligés de nous protéger, de protéger notre peuple. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas de guerre. Nous, en tant que jeunes, nous demandons un bon avenir. Nous demandons que l'État arrête cette pression qu'il exerce sur nous. Un avenir, c'est ce dont Bahram aurait rêvé pour sa sœur chez Millet. Les tirs de sniper qui ont traversé le portail de sa maison ont tué la petite fille de 10 ans qui était dans le jardin. Lors du bouclage de la ville, les ambulances ne pouvaient accéder à son quartier. La famille a dû conserver le corps de l'enfant dans un congélateur. On n'a pas pu amener le corps à l'hôpital et on n'avait aucun moyen d'aller l'enterrer. Il tirait sur toute personne qui sortait dans la rue. En 1992, la maison familiale avait déjà été bombardée. Bilan, 7 morts et plusieurs blessés. Cela nous attriste de ne voir que la mort d'un côté comme de l'autre. Qu'il n'y ait plus de morts, qu'on ne fasse plus couler le sang, que les mères n'aient plus à pleurer leurs enfants. Cemile est la 8e personne qui est tuée dans ma famille. Beaucoup d'autres ont été mutilés. Et malgré tout cela, nous disons encore que le conflit armé n'est pas une solution. Nous avons besoin de la paix.